Bonjour à toutes et à tous. Merci de nous rejoindre de bon matin et pour les autres par replay pour ce nouveau webinaire que j'ai l'honneur d'animer avec Yves Marignac sur le sujet du mix énergétique. Le premier que nous avions fait sur le nucléaire a connu un franc succès, il faut dire les choses comme elles sont. J'espère que celui-ci vous intéressera tout autant sur le sujet du mix énergétique qui bien entendu est le sujet mère ou père, comme vous voulez, de tous les autres, et qui va venir sur la table de la discussion au début de l'année 2023, quand il va falloir rediscuter de la programmation pluriannuelle de l'énergie, dite PPE. Donc, c'est Yves Marignac, expert indépendant sur les questions notamment nucléaires, mais pas que, qui va s'exprimer ce matin et j'interviendrai de part en part à côté de lui parce que mon expertise est évidemment infiniment moindre que la sienne. Voilà. Yves, tu as la parole. Oui, merci. Alors, tac, tac, tac. Je ne sais pas où il faut. Tac. En fait, je ne sais plus comment je partage, pardon, mon écran. Vous avez une icône avec un petit écran vers votre webcam et votre micro. Ouais. Ah oui, ça y est, je le Voilà. vois. Et donc, est-ce que ça fonctionne? Alors, Non, pas encore. encore. Alors, je change de Voilà, c'est choisir. bon. Voilà. Voilà, Là, vous devez c'est la bon. voir. Et du coup, si je passe en mode présentation, vous devez la voir en grand écran. Est-ce que ça fonctionne? On ne l'a pas encore en grand écran, Ah ah. mais ça devrait Alors, fonctionner. Ben, on voit, hein. En tous les cas, on le voit. Voilà, Voilà. c'est bien. Là, c'est ça y bien. est, pardon, hein, ça a été un peu laborieux. Donc voilà, merci d'abord de l'invitation. Bonjour à toutes et à tous. Ravi de vous parler de ce sujet aujourd'hui, de vous retrouver éventuellement pour ceux qui avaient suivi le webinaire sur le nucléaire. Et aujourd'hui, effectivement, l'idée est de parler beaucoup plus largement du mix énergétique. Je vais proposer de balayer ce sujet à travers d'abord un état des lieux du bilan énergétique et ensuite un état des lieux des différents scénarios de neutralité carbone et de la manière dont ils abordent cette question du bilan énergétique. Et puis, j'ai gardé pour la fin quelques points importants de discussion récurrents autour de ce sujet. Je vais proposer de faire cet exercice à la fois au niveau mondial, parce que bien sûr, c'est dans cette perspective qu'il faut réfléchir, notamment pour la soutenabilité, et au niveau français, puisque c'est là que nos choix se posent. Et donc, pour commencer, je voudrais, avant même d'entrer dans la question du bilan énergétique, souligner à quel point le bilan énergétique est le fruit de notre rapport à l'énergie et souligner à quel point en fait ce rapport à l'énergie il est à la fois structuré par nos choix économiques et sociétaux et structurant de notre économie. Hein. Quand on parle d'énergie, en fait, ce dont on parle, c'est un système énergétique. Ça n'est pas que les ressources, c'est les ressources que l'on tire de l'environnement pour alimenter nos services énergétiques, et c'est bien ça qui compte. C'est les usages que l'on peut faire de l'énergie, et derrière cette idée, il y a voilà, un système extrêmement complexe d'extraction, conversion, transformation de l'énergie sous différentes formes, l'électricité, les carburants, le bois, etc. Et c'est important d'avoir ces éléments en tête parce que bien sûr, cette notion de système énergétique et le fait que ce système énergétique structure la société explique en fait comment l'évolution de l'humanité s'est accompagnée de changements profonds dans notre rapport à l'énergie. Alors, je ne vais pas vous faire le détail de ce graphique, hein. C'est simplement pour souligner à quel point, à travers différentes étapes essentielles, depuis la domestication du feu jusqu'aux révolutions industrielles, on a connu
un développement exponentiel en fait de notre capacité à utiliser de l'énergie, au point que on estime souvent aujourd'hui qu'un homme moderne dispose en fait dans sa vie quotidienne d'une énergie équivalente au travail qui serait fourni par 150 esclaves en permanence. Ça a évidemment de l'importance parce que cette évolution, elle s'est appuyée, vous le savez, sur les révolutions industrielles et sur un recours croissant, extrêmement rapide aux énergies fossiles, hein. Vous le voyez apparaître sur ce graphique qui retrace cette évolution sur un siècle et demi. Le charbon, d'abord, dont on a d'ailleurs pensé au début des années 90 que son déploiement était terminé. C'était avant l'expansion économique des pays émergents qui s'appuient sur cette ressource qui est leur principale ressource domestique, le pétrole, bien sûr, qui est aujourd'hui hyper dominant, notamment dans les transports, le gaz, et il s'agit ici, bien sûr, de gaz fossile, hein. On pourra revenir sur la différence entre gaz fossile et gaz d'origine renouvelable. Et puis, vous voyez en haut de la pile, le nucléaire, l'hydroélectricité et les renouvelables dites modernes. C'est essentiellement le photovoltaïque et l'éolien qui, jusqu'ici, jouent un rôle marginal dans ce déploiement d'énergie, même si ce sont aujourd'hui, notamment les renouvelables modernes, et on y reviendra, hein, les énergies qui se développent le plus vite et ont le plus de capacité à se développer. J'ai pas mentionné, alors que c'est important, le talon qui apparaît en bas de cette pile, hein, la biomasse traditionnelle. Ça fait notamment référence à la biomasse utilisée dans les pays qu'on appelle pudiquement en voie de développement, hein, le bois de feu, etc. Et cette biomasse qui est par ailleurs difficile à comptabiliser dans les bilans énergétiques, elle est mal quantifiée, reste une ressource importante, à côté de plus en plus d'usages modernes également des énergies fondées sur la biomasse. Donc le point essentiel qui ressort de cette évolution, c'est que notre système reste aujourd'hui, hein, vous voyez ici ce qu'on appelle le diagramme de Sankey, c'est-à-dire le bilan énergétique mondial tel que tracé par l'Agence internationale de l'énergie pour la dernière année disponible 2020, qui à gauche fait figurer les différentes ressources énergétiques mobilisées et à droite les différents secteurs et usages que l'on en fait. Et vous pouvez constater assez simplement que le pétrole, le charbon et le gaz restent largement dominants aujourd'hui dans le système énergétique, hein. Ils représentent plus de 80% de l'énergie consommée dans le monde, les renouvelables représentant 12-13% et le nucléaire 4% dans cette évaluation. Alors, j'y reviendrai, il y a derrière ces chiffres des éléments de comptabilité importants, hein, et les chiffres que je vous donne là sont des chiffres en énergie primaire, hein, sachant que le nucléaire a la particularité d'avoir un rendement énergétique assez faible, hein, puisque 2/3 de l'énergie produite dans les réacteurs sont en fait dissipés sous forme de chaleur, hein, et pas restitués au système électrique sous forme d'électricité, ce qui veut dire que la comptabilité en énergie primaire, hein, surévalue d'une manière générale le poids du nucléaire, et donc ce chiffre de 4% aujourd'hui, il est à relativiser par rapport à cet enjeu-là. Je vais beaucoup me focaliser dans la suite sur la question de l'électricité, parce que c'est là qui est aujourd'hui le principal levier de décarbonation, mais il faut toujours garder en tête que la décarbonation de l'électricité est plus avancée et plus facile d'une certaine manière que la décarbonation du reste du système énergétique, hein. Et vous le voyez ici, je vous le disais, les énergies fossiles, c'est plus de 80% de la fourniture d'énergie primaire, toutes énergies, toute forme d'énergie confondue dans le monde. C'est nettement moins
si on considère uniquement la production d'électricité, hein, on est là à un peu plus de 60%. Mais évidemment, la part de l'électricité aujourd'hui reste de l'ordre de 20-25% selon les pays dans le bilan énergétique total, et donc cette décarbonation est loin d'être loin d'être suffisante. Ça, c'est l'illustration justement de cette évolution sur l'électricité, hein, où vous voyez que là aussi, les énergies fossiles restent dominantes, que leur usage continue à croître, notamment le charbon, même si ça s'est un peu tassé ces dernières années, notamment sous l'impulsion évidemment de pays comme la Chine, mais surtout le recours au gaz qui vient souvent en substitution justement des centrales en charbon, et vous voyez que le nucléaire est stagnant, et que ce sont les renouvelables aujourd'hui qui sont susceptibles en fait de connaître un niveau de développement de nature à pouvoir remplacer les énergies fossiles, puisque c'est bien ça qui est en jeu lorsqu'on parle de la soutenabilité de notre mix électrique et au-delà du mix énergétique. J'ai choisi de faire un focus justement sur cette question des dynamiques respectives des énergies renouvelables et du nucléaire, hein. Le contraste est aujourd'hui extrêmement frappant. La production nucléaire a tendance globalement à stagner au niveau mondial, et ça se traduit par une baisse de la part du nucléaire dans la production d'électricité, puisque la production d'électricité, elle, globalement, augmente fortement. En 2021, ça n'apparaît pas ici, mais pour la première fois depuis plus de 40 ans, la part du nucléaire dans la production d'électricité est repassée tout juste sous les 10%, à l'inverse, la part des énergies renouvelables est en croissance forte et continue. Et cette croissance repose, vous le voyez dans le graphique à droite, aujourd'hui non seulement sur l'hydroélectricité, mais de plus en plus sur le développement des nouvelles énergies renouvelables qui, en termes d'évolution du mix énergétique, sont vraiment aujourd'hui le principal levier sur lequel on peut espérer s'appuyer pour décarboner le système énergétique. Un autre angle, disons, important à mes yeux de ce focus sur le déploiement des énergies renouvelables et du nucléaire, et de bien avoir en tête les fondamentaux, disons, de leur dynamique extrêmement différente. Alors, c'est illustré par cette figure qui, en fait, se rapporte au fait que les renouvelables, en particulier les renouvelables électriques, s'appuient sur des technologies et des ressources qui sont par nature beaucoup plus partageables et beaucoup mieux partagées que les technologies et les ressources nucléaires, notamment du fait de la dualité entre les usages civils et militaires de ces technologies et de ces matières nucléaires, qui a joué en fait à la fois comme un moteur, mais comme une forte limite au déploiement du nucléaire jusqu'ici dans le monde. Et on voit comment le développement du nucléaire dans de nouveaux pays pose systématiquement toutes ces questions géopolitiques. À l'inverse, vous voyez qu'à droite, le développement des renouvelables est massif, généralisé, et dans un certain nombre de pays aujourd'hui déjà extrêmement poussé. Le différentiel entre ces moyens de production décarbonés apparaît aussi de manière assez évidente en termes d'investissement, hein. Sur les 15 dernières années, les investissements dans les énergies renouvelables ont été en moyenne au moins 10 fois supérieurs aux investissements dans le nouveau nucléaire, et c'est bien là, encore une fois, sous cet angle économique, que se positionne aujourd'hui la dynamique. Une fois tout ça posé, j'en viens maintenant à un focus sur le bilan français, avec ce premier point qui est le Sanquet français. Alors, je vous l'ai mis ici
simplement pour permettre la comparaison lorsque certains voudront revenir sur ce support dans le format de l'Agence internationale de l'énergie. Je trouve quand même plus intéressant de vous le donner et de le commenter un peu plus dans le format des statistiques officielles françaises. C'est globalement les mêmes chiffres. Alors, pour l'AIE, ils sont exprimés en tonnes équivalent pétrole. Ici, ils sont exprimés en térawattheure, mais c'est évidemment les mêmes quantités d'énergie. Ce que vous voyez apparaître ici, c'est d'abord le fait que les besoins en pétrole et en gaz naturel restent extrêmement importants et que ils représentent, quand vous regardez leur contribution à la consommation finale à droite, pratiquement plus de 60% de la consommation finale d'énergie en France. Donc notre système, malgré le développement du nucléaire, qui est évidemment toujours mis en avant, reste extrêmement dépendant des énergies fossiles, hein. Si on y ajoute le charbon, on est presque à 70%. C'est moins qu'au niveau mondial, mais ça reste extrêmement carboné. Une des explications en fait de ça tient dans la flèche violette et orange que vous voyez apparaître ici, qui représente en fait pour la partie orange essentiellement ces pertes de la production nucléaire que j'évoquais. Donc vous voyez que la production d'énergie nucléaire qui représente une part très importante, hein, pratiquement 40% en production et en alimentation en énergie primaire de l'économie française, représente beaucoup moins une fois qu'on a retiré les pertes. L'électricité, globalement, c'est 25% de notre consommation finale d'énergie. Le nucléaire en fournit historiquement, ça a été jusqu'à 80%, plutôt 70% ces dernières années. Ça va être significativement moins en cette année particulière, compte tenu des difficultés que connaît le parc. Mais vous voyez que du coup, la contribution du nucléaire en énergie finale se situe en fait en dessous de 20%. Et puis, dernier point, vous pouvez constater que même si les renouvelables sont assez développés en France, hein, pour les renouvelables historiques, c'est le cas notamment de l'hydraulique et du bois énergie. Les nouvelles renouvelables sont très peu développées et du coup la contribution globale des renouvelables au bilan énergétique reste faible. Elle est de 13%, je crois, de mémoire en énergie primaire et reste inférieure à 20% lorsqu'on la rapporte à l'énergie finale, toutes les énergies primaires confondues. Alors, je vous le disais, hein, le nucléaire est la principale production d'énergie primaire en France. Vous la voyez apparaître ici, et ce graphique tiré du bilan annuel, du bilan énergétique produit par le service des études statistiques met en avant, met en valeur cette production nucléaire. Il faut là aussi être vigilant. Cette production, elle est exprimée ici en énergie primaire, et donc le nucléaire apparaît 3 fois plus gros que sa contribution réelle à la fourniture d'électricité au système. Mais vous voyez assez bien que sur pratiquement les 40 dernières années, cette production nucléaire est la seule que la France a développée. Vous voyez aussi qu'elle apparaît en production française, hein, ce qui évidemment peut interroger, puisque un élément important du bilan énergétique est quand même de rappeler qu'elle s'appuie sur de l'uranium qui est aujourd'hui intégralement importé. Ce n'était pas le cas au début du programme, hein, mais on a arrêté définitivement l'extraction d'uranium en France en 2001, et à cette époque, elle ne fournissait déjà plus qu'une petite fraction des besoins. Et donc aujourd'hui, cette production nucléaire qui apparaît ici comme domestique est basée sur de l'importation d'uranium. Alors ça, c'est un point extrêmement sensible politiquement dans
la valorisation du rôle du nucléaire, et ça se traduit par beaucoup de discussions autour de l'indépendance énergétique. Alors, je vous ai mis ici à gauche le graphique qui apparaît dans le bilan énergétique pour 2021, qui vient de paraître en novembre, hein, bilan officiel, qui met en avant dans ses toutes premières pages, dans le résumé, cette idée d'une indépendance énergétique portée à 55%, en grande partie grâce au nucléaire. Vous avez dans le petit encadré à droite une explication de ce chiffre, hein. Il y a deux rappels sur des éléments de comptabilité. D'abord, le fait que la comptabilité en énergie primaire valorise, comme je le disais, la chaleur produite par les centrales nucléaires, et donc multiplier par 3 en fait la contribution du nucléaire à la production d'énergie par rapport à sa contribution réelle sous forme d'électricité. Et puis le deuxième point, c'est que c'est la production d'énergie primaire dans les réacteurs français qui est considérée comme le point de départ de la production, et non pas l'importation d'uranium. Alors ça tient au fait que l'uranium n'a pas de contenu énergétique intrinsèque, hein, contrairement au pétrole, et statistiquement, c'est une matière minérale et pas une matière énergétique. Mais évidemment, ça a une importance extrême lorsqu'on sait que tout cet uranium est importé. Et vous voyez en bas de cet encadré ce chiffre, hein, qui est extrêmement important, dit que calculé en prenant en compte l'importation d'uranium, et même en restant en énergie primaire, donc en comptabilisant la chaleur, le taux d'indépendance énergétique s'établirait à 14% en 2020 au lieu de 55%. C'est encore moins si on considère les pertes de chaleur. Le point peut-être intéressant ici par rapport au débat politique actuel, hein, je pense que Corinne Lepage voudra réagir, c'est que cet avertissement qui figure ici et qui est extrait de l'édition 2021 et pas 2022 du bilan énergétique, a disparu cette année. Donc le bilan cette année met en avant ce chiffre de 55% sans apporter cette précision comptable qui le relativise très fortement. Oui, je voudrais juste rajouter un point là-dessus, sur un sujet grandement d'actualité qui fâche. Yves vient à juste titre de rappeler que l'uranium, nous l'importons. Nous ne le trouvons plus sur notre territoire, mais il y a encore plus grave que ça, c'est que ce n'est pas de l'uranium tout court qu'on met dans nos centrales, ce sont des combustibles. Et malheureusement, ces combustibles, ils viennent pour globalement un tiers de Russie. Et il y a actuellement un débat au niveau européen, mené en particulier par les Allemands d'ailleurs, qui voudrait qu'on applique la règle générale qui a été fixée de sortir de la dépendance à la Russie pour le charbon, le gaz et de manière générale toutes les ressources énergétiques, et qu'on l'étende au nucléaire. Or, et vous avez dans un journal satirique paraissant le mercredi d'aujourd'hui un grand article sur ce point, il semblerait que nous soyons à quelque chose comme 30%, voire un peu plus, de notre combustible qui viendrait de Russie, ce qui pose quand même un sérieux problème, non seulement d'indépendance énergétique, mais de surcroît de dépendance à Rosatom. Et ça ne s'arrête pas au combustible, puisque ça continue avec les déchets, puisque Rosatom nous prend une partie non négligeable de nos déchets radioactifs pour les traiter et les stocker, ce qui permet au passage de considérer que ce ne sont pas des déchets, mais des produits éventuellement réutilisables, ce qui, en termes, bien entendu, d'obligations juridiques et de comptabilité, change la donne. Voilà, je voulais simplement apporter ce point, sauf contradiction de ta part, mon cher Yves. Non, mais c'est une question essentielle. C'est-à-dire qu'effectivement, le discours officiel autour de cette question des importations, hein, et de dire que les importations d'uranium sont géopolitiquement beaucoup moins sensibles que
les importations d'énergie fossile, parce que d'abord, on peut plus facilement constituer des stocks, parce que les pays auprès desquels on s'approvisionne sont davantage des pays amis, voire alliés. En fait, il y a dans le cas du nucléaire une dépendance plus forte d'une certaine manière, parce que la diversification est plus difficile, parce qu'elle ne repose pas que sur les matières, mais sur les technologies. Et tu mentionnais notamment la question de l'uranium enrichi, hein, parce que c'est de l'uranium enrichi, effectivement, qui va dans le combustible nucléaire et pas de l'uranium naturel. Et Rosatom enrichit une grande partie de l'uranium utilisé en Europe et dans le monde. C'est une dépendance technologique et c'est donc une dépendance géopolitique tout à fait particulière et sensible. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que si on raisonne sur le mix énergétique, cette question de l'indépendance énergétique et ce mode de calcul est très loin de représenter la réalité et d'épuiser le débat de ce qui constituerait vraiment une souveraineté et une sécurité énergétique française. Comme sur le plan mondial, je voulais vous donner évidemment aussi l'évolution de la production d'électricité en France. Alors on voit une même part très importante du nucléaire, mais ici elle est ramenée à sa contribution électrique. Ça illustre simplement du coup que on a très peu développé jusqu'ici d'autres moyens de production d'électricité et en particulier de moyens décarbonés. La production électrique française est aujourd'hui décarbonée à plus de 90% et c'est évidemment un des pays leaders dans ce domaine, hein, même si les autres atteignant ce type de performance s'appuient beaucoup plus sur les renouvelables que sur le nucléaire. Mais il reste un talon de thermique classique nécessaire encore aujourd'hui au fonctionnement du système, et le niveau de développement des renouvelables s'appuie surtout sur l'hydraulique historique et encore beaucoup trop peu sur l'éolien et le photovoltaïque. Dernier focus en termes de production, la production d'énergie renouvelable en France. Vous voyez réapparaître des choses que j'ai déjà évoquées, ce talon hydraulique, cette part importante de la biomasse. C'est avant tout de la biomasse solide, c'est le bois énergie qui représente plus de 35% aujourd'hui de la production d'énergie primaire renouvelable en France. Vous voyez apparaître aussi dans ce graphique notamment la part des biocarburants qui ont été assez développés dans les années 2000 et 2010, mais qui aujourd'hui stagnent, voire régressent, parce que ces productions en fait sont peu soutenables, notamment en termes de concurrence d'usage des sols, puisque elles impliquent des productions agricoles dédiées. Vous voyez apparaître aussi en rouge les pompes à chaleur. Ça, en fait, c'est tout simplement la manière dont les pompes à chaleur, en consommant de l'électricité, en fait, tirent de la chaleur de l'environnement, et c'est cette chaleur prélevée dans l'environnement pour chauffer les bâtiments qui apparaît ici, et c'est pour le coup là un point de développement important. La situation française au regard de ces développements et donc de ce déploiement des options de décarbonation du mix énergétique que sont le nucléaire et les renouvelables, elle est tout à fait singulière. Elle est à la fois singulière évidemment du côté nucléaire, vous le voyez ici à gauche. La France est le seul pays à avoir non seulement dépassé, alors certains autres le dépassent tout juste, mais vraiment à être allé très au-delà d'un seuil de 50% de nucléaire dans la production d'électricité, qui est un seuil qu'on considère un peu comme le maximum pour une production nucléaire en base, c'est-à-dire
qui n'est pas obligé de fluctuer pour s'adapter à la demande. Donc voilà, une situation très singulière de ce côté, une situation singulière aussi du côté des énergies renouvelables, puisque la France est le seul pays de l'Union européenne, hein, comme ça apparaît ici, à avoir raté son objectif de part des énergies renouvelables, toutes énergies confondues, dans la consommation finale en 2020. Hein, l'objectif était de 23%, le réalisé restait de 19%, et c'est dans toute l'Union européenne, Royaume-Uni inclus, puisque ce pays avait également pris cet engagement, le seul pays à avoir raté cet objectif. Dernier point de ce bilan, de la même manière que j'ai introduit l'idée d'une répartition géographique différente à l'échelle internationale pour des raisons géopolitiques entre le nucléaire et les renouvelables, je voulais insister sur les logiques de répartition extrêmement différentes aussi à l'échelle infranationale, à l'échelle des territoires. Vous le voyez apparaître ici, hein, les sites nucléaires, on le sait, sont extrêmement concentrés dans quelques vallées, quelques régions. La production renouvelable, au contraire, est par nature déconcentrée, décentralisée, et ça a évidemment des implications extrêmement différentes en termes de dynamique d'appropriation et de dynamique de création de valeur, de création d'emplois à l'échelle de tous les territoires. Voilà, j'en ai fini sur ce panorama et ce bilan. Peut-être avant qu'on vas-y. aborde les levées d'action, je voulais faire un petit point sur ce qu'on appelle la PPE, la programmation pluriannuelle de l'énergie, qui donc a été votée en 2018 pour la période 2019-2023. Et donc, il va faire l'objet d'un débat en 2023 pour la période ultérieure. Alors, je ne vais pas reprendre tous les chiffres, mais je voudrais quand même insister sur le fait qu'on est complètement hors des clous pour tout. Pourquoi? Parce que la PPE qui avait été présentée visait en réalité, reposait sur l'équation suivante. On va considérablement augmenter les usages de l'électricité. Par voie de conséquence, on va augmenter considérablement notre consommation électrique et nous allons exporter de plus en plus d'électricité. Donc, nous avons des besoins considérables en termes électriques, d'où une très grande part de nucléaire jointe à un développement important du renouvelable. Je pourrais revenir sur quelques chiffres. Nous nous étions donné, par exemple, comme objectif part du renouvelable, d'électricité renouvelable dans la France en 2020, 22,5%, en 2023, 27%, en 2030, 33% à 36%. Où en sommes-nous aujourd'hui? Tu as rappelé les chiffres, on est à 19,3% en 2021. C'est-à-dire qu'on est complètement dans les choux, pour parler vulgairement. D'où la volonté de relancer le renouvelable, mais avec toujours cette idée qu'il ne faut pas trop en faire, parce que derrière la tête, en réalité, de nos décideurs, il y a la volonté de relancer massivement le nucléaire, et par voie de conséquence, si d'aventure le renouvelable se massifiait trop, on aurait moins besoin de nucléaire. Donc c'est un peu, mais pas trop. C'est un peu la manière, je ne sais pas si tu vois les choses comme ça, Yves, mais enfin c'est comme ça qu'il me semble qu'elle se développe. Alors ensuite, en ce qui concerne la consommation d'électricité, ce qui était visé, donc c'était une production totale d'électricité de 440 TWh pour 2023, on est en 2022. Nous aurons à peu près 275 TWh de nucléaire. Nous allons avoir, alors j'ai pas le chiffre exact, mais globalement peut-être sur 440, disons 15, 10,
entre 50 et 80, 50 et 100 dans le meilleur des cas de renouvelables. Donc on voit bien qu'on a un énorme trou et ce trou, c'est de l'importation. Sauf que nos réseaux électriques ne permettent pas d'importer plus de 15 TWh. D'où les tensions dont on nous parle, parce qu'effectivement, on ne peut pas recourir massivement à l'importation et on ne peut pas pour deux raisons. D'abord parce qu'on n'a pas les infrastructures qui le permettent et deuxièmement parce que nos voisins ne peuvent pas forcément nous le vendre. Il ne faut pas oublier que la situation française de réduction massive de la production nucléaire a déséquilibré tout le marché européen, puisque nous étions, nous, un gros exportateur. Nous sommes devenus un gros importateur. Et je pense que tu reviendras là-dessus dans la deuxième partie de ton propos. Et ce faisant, les autres, ils ne peuvent pas adapter leur production en levant le pouce comme ça aux besoins des Français. Donc, ça a eu quel effet? Une montée massive du prix de l'électricité qui est arrivée à des sommes absolument astronomiques au mois de juillet-août l'année dernière sur le marché de gros de l'électricité en termes de prévision, hein, plutôt d'achat à terme, pas de prévision, qui a rebaissé depuis, mais avec des prix qui sont quand même astronomiques. Donc, cette orientation générale de la PPE, au moins pour la période jusqu'à 2023, on s'est planté. Sur la consommation, on s'est planté. On s'est planté tout simplement parce qu'aujourd'hui, au lieu d'encourager la consommation électrique, comme on l'a fait depuis des années, on a depuis 6 mois, et c'est plutôt pas mal d'ailleurs à mon avis, toute une campagne pour dire soyez sobres. Et Yves comme moi, nous défendons des systèmes de sobriété énergétique, mais pas des sobriétés énergétiques par nécessité, parce qu'on n'a pas l'électricité qu'il faut, mais par philosophie et par vision à moyen et long terme. Bon. Quoi qu'il en soit, on a baissé, je voyais ce matin, de 8% notre consommation électrique par rapport à ce qui était la consommation des années précédentes, la moyenne des années précédentes. Et bien entendu, nous ne sommes plus du tout un gros exportateur. Donc, les bases de la PPE, beaucoup de nucléaire, on monte massivement les renouvelables, on augmente la consommation électrique, c'est tout faux. Tout faux. Et donc, comment est-ce que dans ce contexte-là, on va repenser une PPE pour les années 2023-2027, avec bien entendu l'objectif de décarbonation que nous avons totalement explosé, notamment avec la réouverture de Saint-Avold, l'utilisation massive du gaz et une importation d'électricité qui n'est pas toujours, bien sûr, décarbonée. Voilà, je voulais apporter ces petits points. Je pourrais fournir la liste de tous les éléments qui étaient prévus et ceux qui ont été réalisés. Nous les mettrons sur le site et ils seront téléchargeables immédiatement après ce webinaire et je te repasse la parole pour la suite de ton propos. Merci beaucoup et je ne peux que abonder dans le sens que tu viens d'illustrer, c'est-à-dire la réalité est très loin des plans et pour une raison très simple, c'est que les plans prenaient leurs rêves pour la réalité, notamment sous l'angle de l'augmentation de la consommation d'électricité pour faire de la place aux renouvelables tout en maintenant le nucléaire. Ça, c'est vraiment un élément récurrent dans les visions portées par le gouvernement et par EDF. Le résultat est que l'augmentation de la consommation d'électricité ne suivant jamais ces prévisions, le nucléaire reste là et la place pour le développement des renouvelables reste faible. C'est ce qui explique ce que je montrais précédemment, effectivement, en termes de retard français sur les renouvelables. Mais on va voir que sur les scénarios français, on retrouve effectivement la même chose. Il y a peut-être un commentaire qu'on peut faire aussi, tu y seras sensible évidemment en tant que juriste, qui est que malheureusement, ces textes programmatiques du type
du type PPE fixent toujours des objectifs, que ces objectifs ne sont pas suivis des faits, ne sont pas atteints et que rien de tout ça n'est en réalité juridiquement attaquable. L'obligation, sinon de résultat, au moins de moyens qui devraient être associés à ces stratégies, voilà, devrait pouvoir être Alors, beaucoup plus challengée. Ça vient et tu peux évidemment oui, je dirais un mot parler là-dessus. de l'urgence climatique. C'est pas tout à fait exact pour les objectifs climatiques, Exactement. puisqu'il y a la jurisprudence grande 5 du Conseil d'État qui donc s'est réunie, enfin s'est montée sur 2 temps et nous sommes au 3e. Premier temps, le Conseil d'État a considéré que les objectifs qui étaient fixés n'étaient pas des objectifs virtuels mais réels, et que donc ils devaient être respectés, et que ce respect se contrôlait sur la trajectoire et donc année par année. Donc ça, c'est extrêmement important. Bien sûr. Deuxième temps, c'était en juillet 2021, le Conseil d'État donne 9 mois au gouvernement pour se mettre dans les clous, c'est-à-dire atteindre 40% de réduction d'émissions de gaz à effet de serre en 2030 par rapport à 1990, étant entendu que le gouvernement revendiquait le fait de pouvoir atteindre 38%, ce qui n'est pas 40%, et sur la base d'un rapport du Boston Consulting Group, comme si le Haut Conseil pour le climat n'était pas capable de faire le travail, et le Boston Consulting Group, considérant que dans cet objectif de 38%, il y avait globalement 45% qui étaient hautement improbables. Donc, on est très loin des 38, ni des 40, qui de toute façon n'ont plus aucun intérêt, puisque aujourd'hui, on est à plus de 50, avec les nouvelles obligations communautaires. Donc, nous sommes à la 3e étape, qui est celle de l'injonction et de la liquidation d'une astreinte pour obliger l'État à modifier sa politique. Donc, en matière de justice climatique, c'est probablement un des seuls domaines dans lesquels la justice administrative, mais les justices dans le monde entier, considèrent que les engagements des accords de Paris, qui sont fondés sur une convention donc contraignante, mais avec des engagements non contraignants, étaient en fait contraignants. C'est peut-être pas très clair ce que je suis en train de raconter, mais c'est la vérité. Oui, mais c'est important. C'est des promesses, mais elles engagent ceux qui les ont contractées. C'est ça la grande nouveauté. Les promesses n'engagent pas seulement ceux qui y croient, mais ceux qui les contractent. Et ça change quand même beaucoup de choses. Voilà, je me tais, je te repasse la parole. Non, mais c'est voilà, je t'ai tendu la perche sur ce point parce que c'est un élément qui me semble assez fondamental pour effectivement évaluer aussi le réalisme des différents scénarios sur lesquels les uns et les autres s'engagent aujourd'hui. Et donc, j'en viens à la question des scénarios. Avant ça, je voulais juste rappeler, même si je l'ai déjà dit, que effectivement, quand on parle de décarbonation, du côté de la production et du mix énergétique, les deux outils dont on dispose sont assez trivialement les énergies renouvelables et le nucléaire, hein, qui, malgré toutes les discussions sur leur contenu en carbone, en analyse cycle de vie, restent intrinsèquement moins carbonés que la combustion d'énergie fossile. Je voulais rappeler aussi quand même, à travers ce résumé d'un travail produit par le GIEC en 2018 dans son rapport spécial sur les 1,5 degrés, que toutes les solutions de décarbonation ne se valent pas nécessairement du point de vue de la soutenabilité plus globale, au sens notamment de la matrice des objectifs de développement durable. Je ne vais pas non plus détailler ce graphique. Il illustre simplement le fait que lorsque on regarde à travers la littérature scientifique l'impact de différentes options de réduction des émissions de gaz à effet de serre sur l'ensemble des objectifs de développement durable, eh bien, l'impact attendu peut être très variable selon les options. Ça, c'est les valeurs centrales qui apparaissent sur ce graphique, peut être très variable aussi selon les conditions de mise en œuvre. Ça, c'est les fourchettes
de sensibilité qui apparaissent pour chaque option. Et vous voyez en particulier, hein, si on veut faire un focus, que le nucléaire d'une part et les renouvelables électriques d'autre part ont a priori des impacts très différents en termes de soutenabilité, mais en tout cas, le GIEC insiste vraiment sur la question de la synergie entre les options de décarbonation et les autres objectifs de développement durable, et sur la préoccupation à avoir dans ce domaine. Et donc, pas simplement penser décarbonation du mix énergétique. Il insiste aussi, ça apparaît d'une certaine manière autour des options qui figurent à droite de ce graphique, sur la nécessité de penser les choses là aussi de manière systémique et d'intégrer, ça rejoint la discussion qu'on avait à l'instant, la question de l'évolution de la demande dans les options de soutenabilité. Le même rapport spécial sur les 1,5 degré du GIEC a fait l'analyse de pratiquement une centaine de trajectoires compatibles avec le 1,5 degré au niveau mondial et les a traduites en 4 trajectoires types, hein, avec des narratifs et des logiques assez différentes. En gros, on est dans la trajectoire en haut, qui est la trajectoire la plus résiliente du point de vue climatique, avec la baisse la plus rapide des émissions et le recours le moins important à des puits de carbone, et notamment à ce qui figure en jaune ici, c'est-à-dire des puits de carbone forcés, ce qu'on appelle les BECCS, c'est-à-dire le fait de, en gros, faire pousser des forêts pour les couper, les brûler et stocker le carbone résultant de cette combustion. Donc, la trajectoire P1, c'est une trajectoire qui s'appuie beaucoup sur de la décarbonation des moyens de production, mais surtout sur des changements de mode de vie et sur une réduction par l'innovation sociale de la demande. La trajectoire P2 est un peu dans la même logique, mais avec plus de recours à de l'efficacité et moins de changements profonds et de sobriété. P3 est plus dans la tendance actuelle, avec plus de recours à l'innovation, mais quand même des évolutions sociétales. Et P4 est une trajectoire qui ne renonce en rien à nos modes de vie, à la croissance, à la consommation de masse, et parie pratiquement uniquement sur des technologies, la massification du nucléaire, le recours à ces BECCS notamment pour réduire les émissions et avoir beaucoup d'émissions négatives dans la deuxième moitié du siècle. Quand on regarde ces trajectoires du point de vue des productions, et je vais peut-être vous montrer celui-ci d'abord, on constate que les trajectoires évidemment se différencient fortement, vous le voyez ici, par le niveau de demande, se différencie aussi sur le niveau de recours à la biomasse, en partie sur le nucléaire, mais celui-ci reste, même dans les scénarios où il est très fortement développé par rapport à aujourd'hui, hein, P3, P4, son rôle reste faible en fait par rapport aux énergies renouvelables. Et vous voyez que tous les scénarios misent sur un fort développement des énergies renouvelables électriques et thermiques, en plus de la biomasse. Quand vous regardez ces scénarios, et c'est assez étonnant que le GIEC n'ait pas proposer cette recombinaison, en fait, les potentiels combinés des énergies renouvelables électriques et thermiques et de la biomasse tels qu'ils figurent dans les différentes trajectoires sont de nature, sont suffisants pour fournir la demande en énergie qui figure par exemple dans le scénario P2. Et donc derrière cette image, il y a voilà, la possibilité, même si le GIEC ne l'a pas fait apparaître tel quel, d'une trajectoire entièrement fondée sur les énergies renouvelables de décarbonation du système énergétique. En tout cas, du point de vue du mix électrique, et c'est ce que je voulais montrer avec ce graphique, il n'y a clairement pas photo, hein. Vous voyez la variabilité dans la zone en vert du niveau de développement des énergies renouvelables dans tous ces scénarios 1,5 degré sans dépassement de cette limite de réchauffement au cours du siècle.
En rouge, la même zone de déploiement plus ou moins important du nucléaire dans ces scénarios, et vous voyez qu'il n'y a en fait pas un scénario où le nucléaire se déploierait davantage que les renouvelables à l'horizon 2050, et au contraire, la part moyenne du nucléaire reste en fait dans ces scénarios autour de 10%, alors qu'elle atteint 67% pour le renouvelable dans la production. On retrouve la même chose dans la trajectoire dite net zéro, donc de décarbonation totale du système énergétique proposée par l'Agence internationale de l'énergie. Alors c'est une trajectoire qui globalement mise sur pratiquement plus d'un doublement de l'électricité à 2050 par rapport à aujourd'hui, et ce doublement de l'électricité repose, comme vous le voyez ici, pour l'essentiel sur les nouvelles énergies renouvelables. Les renouvelables, dans cette vision, représentent 90% de l'énergie, de l'électricité fournie dans le monde en 2050, le nucléaire représentant pour sa part un peu moins de 10%. Ça veut dire au passage que l'AIE projette qu'un grand nombre de régions dans le monde pourraient être à pratiquement 100% d'énergie renouvelable, puisqu'elle ne projette pas que ce développement du nucléaire pour maintenir une part de 10% soit généralisé. Deux focus sur le rapport d'avancement, le 6e rapport d'avancement publié par le GIEC au printemps de cette année. Alors, c'est des graphiques assez complexes, hein, même dans le résumé pour décideurs, le GIEC est très précis toujours sur les données qu'il apporte. Je voulais simplement illustrer ici ce que ce graphique dit du potentiel de réduction des émissions à coût moindre qu'une trajectoire de référence ou à coût relativement faible, hein. C'est les parties en bleu et en orange. Et vous voyez notamment apparaître tout à gauche du graphique les solutions éoliennes et photovoltaïques qui se dégagent sans contexte comme les plus à même d'apporter rapidement de la décarbonation dans le système énergétique. Vous voyez apparaître aussi en bleu dans les parties bâtiments et transports notamment, toutes les options de réduction par de l'efficacité et de la sobriété. Et là aussi, le GIEC insiste sur ce point. Il insiste même, et c'est mon dernier point de focus sur ce bilan, sur ces scénarios mondiaux, sur le rôle déterminant que doit jouer la maîtrise de la demande pour décarboner. Et en fait, la maîtrise de la demande, elle est essentielle parce que dans la logique qui doit être celle de décarbonation du mix énergétique, qui doit être une logique de substitution des énergies fossiles par les énergies décarbonées, évidemment, la manière dont on contraint le besoin global en ressources énergétiques par de l'efficacité et de la sobriété est déterminant pour que le déploiement, notamment des renouvelables, vienne réellement en substitution et pas en addition des énergies existantes, addition qui a été, vous l'avez vu tout à l'heure hein, dans l'historique que j'ai présenté, qui a été jusqu'ici, pour l'essentiel, la règle dans le développement de notre rapport à l'énergie. Et donc le GIEC illustre ici, là aussi dans le résumé par décideur, le fait que les actions sur la demande peuvent représenter 40 à 70% de réduction supplémentaire des émissions par rapport aux engagements nationaux actuels qui focalisent beaucoup sur la production. Le GIEC insiste aussi, ce n'est pas l'objet de la discussion aujourd'hui, mais c'est important sur le fait que ces actions sur la demande ne reposent pas seulement sur des changements de comportement, mais bien sur des changements infrastructurels, à la fois au niveau des normes et des valeurs et au niveau des infrastructures physiques, ce qui renvoie à toute la nécessité de politiques publiques d'efficacité et de sobriété, d'où l'importance que des gouvernements comme le gouvernement français soient cohérents dans leur discours entre ce qu'ils disent de ce sujet et ce qu'ils projettent du côté de la production. C'est le point que faisait Corinne Lepage tout à l'heure. J'en viens maintenant au scénario français et aux enseignements qu'on peut en tirer. Alors, il y a eu beaucoup d'exercices
autour de ces sujets ces dernières années, hein. Il y a la stratégie nationale bas carbone d'abord qui fait référence puisque c'est la feuille de route fixée par le gouvernement à long terme. Il y a eu les exercices de RTE, de l'ADEME, de Negawatt, du Shift Project, tous convergent sur un certain nombre d'enseignements aujourd'hui. Je vais essayer de rassembler tout ça. Le premier point, et c'est la stratégie nationale bas carbone qui l'indique, hein, c'est que la vision globale dominante de l'évolution du système énergétique, c'est à la fois une vision de contraction de la demande. On est à moins 40% dans la SNBC, moins 50% dans la loi que la SNBC est censée traduire. C'est également une vision de fort développement de la part de l'électricité et de recours pour le reste aux énergies renouvelables tirées notamment de la biomasse. Et c'est voilà, ces grands leviers, réduction de la demande, électrification et recours aux énergies renouvelables non électriques sont aujourd'hui assez communs à tous les scénarios les plus sérieux et réalistes de décarbonation. Alors, dans les scénarios officiels, on a les scénarios de RTE qui ne portent que sur l'électricité et les scénarios de l'ADEME qui portent sur l'ensemble de l'énergie. Et puis, il y a, j'en dirai un mot, bien sûr, le scénario Negawatt qui traite de l'énergie également, tout secteur et toutes énergies confondues. Je vais commencer par l'ADEME qui a fait un exercice extrêmement intéressant de traduction à l'échelle française des 4 trajectoires P1 à P4 du GIEC que je vous présentais tout à l'heure. Donc ça se traduit par ces trajectoires S1 à S4. Vous voyez que S1, génération frugale, c'est effectivement un changement massivement fondé sur la réduction de notre empreinte écologique à travers une transformation des modes de vie. S2 s'appuie aussi sur des notions de maîtrise de la consommation, de réorganisation de nos modes de vie, mais à un niveau moindre et qui maintient une part de réindustrialisation et une part d'activité, une part plus importante d'activité productive. S3 mise sur des transformations là aussi sociétales, mais beaucoup sur les technologies vertes. Et S4 parie sur des technologies qui demain permettront de décarboner massivement sans rien changer à nos modes de consommation. En termes de bilan énergétique, vous le voyez ici, hein, on est sur avant tout sur une différence énorme du point de vue de la quantité globale d'énergie, hein, entre un scénario S4 qui est quand même, parce que les technologies mises en œuvre sont pour une part plus efficaces, sur une baisse de 23% de la consommation d'énergie finale par rapport à 2015, mais un scénario S1 qui est sur 55% de baisse. Et vous voyez aussi que ces scénarios font appel dans tous les cas à une part importante et plus importante qu'aujourd'hui d'électricité, mais aussi à des combustibles liquides, à du gaz qui devient du gaz d'origine renouvelable, à de la chaleur renouvelable. Et donc, tout ça illustre là encore la nécessité de mobiliser au-delà de l'électricité d'autres moyens de production décarbonée. Vous voyez aussi que les besoins en électricité sont extrêmement divergents entre une valeur basse à 300 TWh dans S1 à comparer aux plus de 450 TWh consommés aujourd'hui et une valeur haute à plus de 700 TWh dans S4. Tous ces scénarios sont évidemment des scénarios compatibles avec l'objectif de neutralité carbone, mais ce qui figure ici, tout simplement, c'est le fait que les scénarios S3 et surtout S4 présentent en fait moins de marge par rapport à cette neutralité, hein. Ça, c'est le chiffre qui apparaît en rouge sur le solde à l'horizon 2050. Il présente moins de marge et il s'appuie davantage, surtout S4, sur
des puits technologiques qui aujourd'hui, en lien avec l'idée de maintenir dans le mix de la production fossile ou issue de biomasse avec de la capture séquestration du carbone, et ça c'est des options technologiques qui aujourd'hui sont pas du tout assurées. Globalement, pardon pour le problème de format. Le point important, c'est qu'on est donc sur une réduction de 20 à 50% de la consommation d'énergie finale, mais surtout sur une part de 70 à 90% d'énergie renouvelable. Et ces scénarios illustrent en fait quelque chose qui est commun aujourd'hui à toutes les trajectoires, qui est que un fort développement des énergies renouvelables est incontournable. La question du nucléaire, hein, qui n'est maintenu que dans une partie de ces scénarios, devenant en fait une option. Vous le voyez ici, les petits camemberts en bas illustrent la répartition des productions renouvelables électriques dans ces différents scénarios, avec le nucléaire qui apparaît en gris foncé. Et vous voyez qu'il est pratiquement absent dans le scénario S1. Hein. On n'a plus que le PR, je crois, dans ce scénario, relativement faible, même dans le scénario S4 où sa part est 3 fois plus faible, pardon, qu'aujourd'hui. Vous voyez aussi que dans la question des coûts annuels complets de ces scénarios, les scénarios avec le nucléaire ne sont pas, loin s'en faut, les moins chers. Au contraire, en termes de coût par mégawattheure, c'est le scénario S2 qui s'en tire le mieux, donc un scénario où on va progressivement vers 100% de renouvelables, avec encore 86% en 2050. RTE, donc sur la partie électrique, a décliné ces scénarios autour de trajectoires différenciées de demande et d'offres. Sur la demande, on a une trajectoire centrale à environ 650 TWh et une trajectoire basse avec de la sobriété à 550, une trajectoire haute à 750. Ces trajectoires sont combinées. Alors c'est évidemment très complexe, hein, vu le nombre de variables mises en jeu, avec des scénarios de mix de production où ce qu'il faut retenir, c'est qu'il y a à gauche des scénarios allant vers le 100% renouvelable, alors qu'ils n'y sont pas nécessairement, sauf le premier scénario en haut à gauche, M0, dès 2050, mais qui en 2050 sont sur un point de passage vers 100% de renouvelable en 2100, donc il n'y a plus qu'un peu de nucléaire historique prolongé. À droite, vous avez des scénarios où on maintient du nucléaire, y compris avec des nouveaux réacteurs, avec une part de nucléaire en 2050 qui, dans ces scénarios, varie entre 25 et 50%. Le point, pardon, voilà, donc le point essentiel à tirer de l'analyse de RTE, c'est qu'il confirme en fait la faisabilité de scénarios 100% renouvelables, hein, non seulement du point de vue de la neutralité carbone, mais du point de vue de la sécurité électrique. C'est quelque chose évidemment de fondamental dans l'approche et la modélisation de RTE. RTE a aussi donné des indications sur le coût global des scénarios, et vous les voyez apparaître ici, ce qui ressort globalement avec les valeurs centrales et les bandes en gris foncé et gris clair qui illustrent différentes variantes. C'est que dans les résultats centraux fournis par RTE, qui portent sur la trajectoire médiane de demande et sur un certain nombre d'hypothèses sur les coûts, le coût des scénarios avec nucléaire est un peu plus faible, d'environ 10 milliards plus faible, sur 70 à 80 milliards en coût annuel, plus faible que celui des scénarios avec renouvelables. Mais cette différence repose sur un certain nombre d'hypothèses plutôt favorables au nucléaire, par exemple le fait de retenir le coût pour des EPR projetés par le gouvernement,
et repose aussi de façon centrale sur une hypothèse de, alors, ça apparaît ici comme taux d'actualisation, qui est en fait le taux de rémunération du capital des différents investissements. Ce résultat est calculé avec le même taux pour tous les investissements, donc comme si le risque financier sur les renouvelables et sur le nucléaire était le même, c'est un taux de 4%. RTE a calculé pour se rapprocher un peu de conditions réelles sur les marchés de financement de ces moyens de production, une variante à 4% pour tout et 7% pour le nucléaire. Et ce simple changement remet en fait les scénarios renouvelables et nucléaires à niveau. Ce qu'il faut, de notre point de vue, surtout retenir de cette évaluation, c'est que même vu d'aujourd'hui et même en étant prudent sur les progrès à venir des renouvelables et plutôt optimiste sur les coûts à venir du nucléaire, en fait, les coûts du système électrique, quelles que soient les options, se situent grosso modo dans le même univers économique. Et donc, cette question du coût n'est pas réellement un élément discriminant compte tenu de toutes les incertitudes embarquées dans le choix du mix électrique à venir. Un point sur le scénario négawatt, je vais résumer tout ça. Le scénario négawatt, globalement, est un scénario qui mise, vous le savez peut-être, beaucoup sur la sobriété et l'efficacité. Hein. Ces deux leviers d'action, globalement, permettent de diviser par 2 à l'horizon 2050 la consommation d'énergie finale. Et dans ce scénario, le déploiement des renouvelables électriques et des autres renouvelables permet de couvrir à terme 100% des besoins énergétiques avec ces énergies renouvelables locales. Hein. De façon un tout petit peu plus détaillée, le scénario mise d'abord sur les énergies tirées de la biomasse, hein, à hauteur de presque 400 TWh à l'horizon 2050. Et c'est surtout le biogaz et la biomasse solide, très peu les biocarburants pour les raisons de soutenabilité que j'ai déjà évoquées. Il mise ensuite évidemment sur les renouvelables électriques avec l'hydraulique, mais en étant prudent sur sa capacité de production à long terme. L'éolien en étant prudent sur le niveau de développement. On a par exemple 18 500 mâts à l'échelle française, le double d'aujourd'hui et un tiers de moins qu'en 2050 que ce que compte déjà aujourd'hui le territoire allemand. Et un développement évidemment également du photovoltaïque dans des conditions qui permettent de ne pas concurrencer les usages agricoles, c'est évidemment fondamental. Il y a aussi dans le scénario un développement des autres énergies renouvelables, mais de façon extrêmement prudente, compte tenu de leur degré de maturité actuel. Ce scénario sur l'électricité, il permet d'atteindre les 100%, notamment parce que l'évolution de la demande est maîtrisée. Alors, il y a une électrification des usages dans le scénario négawatt comme dans les autres scénarios. Il y a en plus un besoin important qui apparaît pour la production d'hydrogène décarboné. Pour autant, les besoins en électricité hors hydrogène, même s'ils augmentent en part relative, sont diminués en valeur absolue grâce à l'efficacité et à la sobriété. Et puis surtout, un élément très important pour le contrôle de l'ensemble de la trajectoire, c'est que la pointe électrique, qui est aujourd'hui de plus de 90 gigawatts lors des vagues de froid, est réduite grâce notamment à une rénovation performante des bâtiments à environ 60 gigawatts, ce qui dimensionne bien sûr complètement différemment le système. Et donc vous le voyez, hein, le système électrique peut être décarboné. On a modélisé au pas horaire les marges que conserve le système à travers aussi des réserves mobilisables en énergie fatale et en énergie pilotable et en moyens de stockage. On a vérifié dans ce scénario que la trajectoire électrique ne fait à aucun moment appel à une augmentation des émissions de CO2 parce qu'on aurait recours de façon importante à du thermique.
J'en finis peut-être en quelques minutes sur des éléments de discussion avant de relaisser la parole à Corinne et peut-être à des questions. Je voulais insister sur quelques points. Le premier, c'est la question de l'énergie grise. Alors, pardon pour ces graphiques assez compliqués, mais il y a assez peu de publications complètes sur ces sujets et celle-ci est récente et me paraît donc utile. On entend souvent dire que le déploiement des énergies renouvelables nécessite de l'énergie pour fabriquer et installer les moyens de production et que cette énergie, puisqu'elle est avant tout fossile aujourd'hui, en fait, ne peut qu'entraîner une augmentation des émissions, etc. Et donc, ce point est démonté par cette publication qui montre, qui en fait regarde différents chemins de décarbonation au niveau mondial. Hein. À gauche, un chemin extrêmement rapide de décarbonation, à droite un chemin extrêmement lent, et il y a évidemment des intermédiaires hein, plus gradués. Et vous voyez en bas à gauche, dans la capsule C, l'impact en fait de ces réductions sur le budget global d'émissions. Et en fait, ce que nous dit cette étude, résumée par ce petit graphique, c'est que plus en fait la démarche, la dynamique de substitution est rapide, plus le bilan carbone de ce déploiement des nouveaux moyens de production est faible rapporté au total d'émissions. Donc sans surprise, la clé de cette problématique du temps de retour énergétique des renouvelables est en fait d'accélérer leur déploiement. Deuxième élément sur lequel on entend souvent des commentaires autour de cette question, c'est la question des matières premières nécessaires au déploiement des renouvelables. Alors avec beaucoup de réflexions sur les besoins en terres rares, etc. Alors il faut d'abord souligner qu'il y a très peu de besoins spécifiques en terres rares pour les énergies renouvelables. Ça se concentre essentiellement sur la question du néodyme, pardon, dans les aimants permanents pour l'éolien. Il peut y avoir des terres rares ou des métaux critiques dans les autres technologies photovoltaïques que les panneaux au silicium, mais pour cela, il n'y a pas de terres rares embarquées. Et donc, en fait, les besoins associés aux énergies renouvelables, ils se situent d'abord du côté de l'acier, hein, au niveau des équipements eux-mêmes, et sur l'aluminium pour les besoins électriques, et sur le cuivre, sachant que ces besoins en aluminium, en cuivre, sont essentiellement portés plus globalement par l'électrification et les besoins en acier par les besoins de l'ensemble de l'économie. Et vous voyez ici dans des trajectoires modélisées et calculées dans la trajectoire négawatt, la part des énergies renouvelables dans l'ensemble des besoins des principales matières premières sur 2020-2050 dans notre trajectoire, sachant qu'on est globalement sur une division par deux des besoins en matières premières non renouvelables dans notre scénario. Vous voyez que la part des renouvelables est en fait d'ordre 2 par rapport au premier déterminant de ces besoins de matières premières, qui est là encore celui de la demande. Donc il n'y a pas en fait de frein du côté identifié et intrinsèque aux renouvelables, identifié du côté des matières premières. On entend aussi beaucoup de choses sur le recyclage des composants des énergies renouvelables, souvent venant d'ailleurs d'acteurs de la filière nucléaire, comme si la filière nucléaire avait résolu tous ces problèmes de ce point de vue, mais je laisse ce sujet de côté. Je voulais ici insister sur le fait qu'il y a aujourd'hui des filières qui très clairement savent recycler l'ensemble des composants et des éléments du photovoltaïque et l'essentiel des composants des éoliennes. Donc c'est plutôt une question de régulation et d'exigence que l'on porte de ce point de vue que de capacité technique. Sur l'éolien, le vrai sujet qui reste est celui des pales, hein,
la manière dont elles sont fabriquées aujourd'hui, hein, elles sont thermoformées, fait que la fibre plastique est difficilement recyclable. Il y a beaucoup de projets en cours pour notamment les fabriquer par des voies d'extrusion et du coup les rendre recyclables. Et par exemple, dans le dernier appel à projet sur l'éolien offshore en France, la recyclabilité de l'ensemble des éléments, y compris des pales, fait partie du cahier des charges. Donc, le fait que les renouvelables s'inscrivent pleinement dans une économie circulaire est aujourd'hui tout à fait apporté. Dernier élément peut-être important avant la question de la gestion système, hein, c'est celle des coûts. Ce graphique rappelle simplement à quel point il y a eu une inversion des tendances entre les coûts des renouvelables et les coûts du nucléaire. Là encore, quand on parle de moyens décarbonés ces dernières années, hein, ce qui explique assez clairement les dynamiques que j'évoquais au début. Les coûts de l'éolien ou du photovoltaïque dans les derniers appels d'offres de la Creux, par exemple, sont aujourd'hui très en deçà des coûts de production de nouveaux moyens nucléaires et cette tendance, en fait, est appelée à s'accentuer. On en a une illustration tout à fait institutionnelle avec ce graphique tiré des prévisions d'évolution des coûts retenue par l'Agence internationale de l'énergie dans sa trajectoire net zéro. Hein, vous le voyez ici, elle prévoit une petite baisse des coûts de production du nouveau nucléaire, mais elle prévoit surtout une poursuite de la baisse importante du photovoltaïque et de l'éolien, et en particulier une baisse très importante de l'éolien offshore, avec du coup des niveaux de coûts moyens de production entre les renouvelables et le nucléaire à l'horizon 2050 qui, en fait, donnent de la marge pour payer ce qu'on appelle les coûts systèmes, c'est-à-dire les coûts nécessaires au fonctionnement d'un système 100% renouvelable par rapport à un système où on conserverait du nucléaire. Et c'est sur ce point que je voulais terminer pour rappeler à quel point on a aujourd'hui différents éléments permettant, donnant une bonne assurance sur la faisabilité de systèmes 100% renouvelables. Ça passe par des simulations assez différentes d'aujourd'hui du fonctionnement du système électrique. Je ne vais pas rentrer dans le détail de ce qui est présenté ici. Ça passe par une réflexion critique aussi sur la capacité des réacteurs nucléaires à assurer la flexibilité nécessaire. Les réacteurs peuvent faire du suivi de charge, mais ce suivi de charge est également extrêmement limité par des questions de sûreté et limité par des questions de rentabilité, parce que faire du suivi de charge dégrade très vite les moyens, le bilan économique de ces réacteurs dont le coût de production est plutôt calculé pour un fonctionnement stable en base. Et dernier point, on a aujourd'hui énormément d'éléments pour penser la flexibilité et la tenue d'un système 100% renouvelable, des éléments sur le stockage, notamment tout ce qu'on appelle le power to gas, des éléments sur la flexibilité de la demande, le fait pour assurer la tenue en tension et en fréquence de mobiliser l'électronique de puissance installée dans les moyens de production renouvelable. Et donc, toutes ces briques technologiques et économiques sont aujourd'hui en voie de maturité, d'où le fait que différentes modélisations, c'est ici une illustration d'un exercice mené à partir d'un modèle EOL développé par le CIRAD du CNRS. Ces modélisations conduisent aujourd'hui à considérer que l'optimum du système électrique à long terme est basé sur du 100% renouvelable et des moyens de stockage, y compris intersaisonniers.
Tout dernier point, quand on regarde en fait les incertitudes et les risques associés aux différents scénarios, ça c'est le bilan tiré de RTE. Il y a effectivement aujourd'hui différentes incertitudes liées à la mise en œuvre des moyens nécessaires à cette flexibilité et à cette gestion des renouvelables, mais c'est plutôt des incertitudes sur les conditions de mise en œuvre que des incertitudes sur la faisabilité technologique intrinsèque. Et puis, ces incertitudes sont à mettre en regard d'incertitudes qui existent du côté des scénarios nucléaires sur le déploiement de nouveaux réacteurs et la prolongation importante de durée de vie du parc existant. Et peut-être à souligner aussi le fait que les incertitudes qui apparaissent sur les scénarios renouvelables, hein, dans la moitié haute de ce graphique, ne disparaissent pas pour autant dans les scénarios où on maintient du nucléaire. Elles sont simplement réduites en termes de volume de recours à ces moyens de stockage ou de flexibilité et de délai on en a besoin, mais elles sont maintenues. Je m'arrête là, j'ai fini. Merci pour votre attention. Merci pour cet exposé absolument passionnant qui nous rend plus intelligents, plus compétents sur des sujets très techniques, mais on a l'impression de pouvoir suivre facilement. Donc, merci infiniment. Je crois que chacun pourra, à partir de tout ce que tu nous as appris, se faire sa propre idée et pourra participer au débat sur le mix énergétique qui va s'engager au début de l'année prochaine. Est-ce que nous avons des questions? Oui, une première question. Pourquoi de telles difficultés, entre guillemets, à obtenir notre indépendance vis-à-vis de Rosatom? Alors, je peux commencer, puis tu finis, Yves. D'abord, en ce qui concerne la fabrication du combustible, visiblement, Rosatom propose des prix qui défient toute concurrence. Et donc, le monde entier, y compris les États-Unis, achètent leur combustible chez Rosatom. Est-ce que Orano serait en capacité, Orano étant ex-Areva, en capacité de nous fournir en totalité pour tous nos réacteurs nucléaires en combustible? Réponse, je ne sais pas. Et en tout cas, ce serait avec une augmentation non négligeable, très probablement, des coûts de production. Voilà, ça c'est pour la partie combustible. Pour la partie déchets, il n'y a pas d'autre solution. Je crois que là, les choses sont très claires. Il n'y a que Rosatom qui rend le service de traiter un certain nombre de déchets radioactifs. Yves ? Oui, alors sur les déchets, c'est en particulier l'uranium de retraitement hein, qui est séparé du combustible irradié à l'usine de La Hague et qu'effectivement on ne réenrichit pas dans nos installations d'enrichissement en France, d'où la volonté de l'expédier en Russie. Mais voilà, globalement, Rosatom est un acteur majeur du nucléaire mondial. Hein. Aujourd'hui, la Russie est de très loin le principal exportateur de réacteurs dans le monde. Rosatom gère les expéditions vers l'Europe de l'uranium naturel extrait au Kazakhstan ou en Ouzbékistan, enrichit une bonne part de l'uranium, fournit du combustible aux réacteurs de technologie soviétique qui existent encore dans l'Union européenne. Rosatom est le premier client des turbines Arabelle, initialement Alstom, passé à General Electric et racheté récemment par la France. Donc il y a des liens historiques extrêmement forts entre le nucléaire français et le nucléaire russe. Et ces liens sont, compte tenu de tous les enjeux géopolitiques et malgré la situation actuelle, extrêmement difficiles à défaire. Autre question? Comment conférer une véritable effectivité au prochain PPE? En écoutant Yves, je me disais, voilà ce qui arrive quand on prend ses délires pour des réalités. En fait, la PPE qui a été écrite, et nous avions été très nombreux à la critiquer au moment où elle est sortie, hein, est une PPE qui d'abord ne collait pas avec les objectifs communautaires, mais je dirais que c'est même pas le plus grave,
c'était une PPE totalement irréaliste. Alors, je veux bien que la guerre en Ukraine n'était pas écrite d'avance, ça je veux bien entendre, mais le fait qu'on ait continué à ne pas massifier le renouvelable, c'est notre faute. La faiblesse du parc nucléaire actuel, elle était prévisible. Et par conséquent, je dirais que tout cela était quand même écrit. Et d'avoir visé à une augmentation de la consommation et à une augmentation massive des exportations était totalement irréaliste. C'est ce que les gens, peut-être ceux qui ont écrit la PPE, voulaient, mais c'était un rêve. Ça n'avait rien à voir avec la réalité. Et malheureusement, la réalité nous a rattrapés au galop. Donc, comment rendre la PPE efficace? Pour répondre à votre question, monsieur ou madame, je ne sais pas. Eh bien, rendre la PPE efficace, c'est faire une PPE réaliste. Oui, bah, je le disais au fil des différents scénarios. Les clés aujourd'hui, c'est un, maîtrise de la demande. Deux, parce que la maîtrise de la demande rend le plus raisonnable possible les besoins de déploiement de nouveaux moyens de production. Deux, les renouvelables incontournables dans la production et le nucléaire en option. Et voilà, quand on a un discours gouvernemental qui table à tout prix sur une augmentation de la consommation, tout en parlant de sobriété, mais en expliquant que il faut continuer à produire plus pour maintenir le modèle social, et qui mise avant tout sur la sécurisation d'objectifs à long terme nucléaires avant d'engager les moyens sur les renouvelables, on est voilà, dans une PPE qui est à front renversé par rapport aux enseignements des scénarios aujourd'hui. Et voilà, donc d'un point de vue intellectuel, la clé d'une PPE qui remplit ses objectifs, c'est simplement qu'elle soit basée sur l'état de l'expertise plutôt que sur le désir des politiques. Et ensuite, la deuxième clé, c'est la forme d'obligation juridique qui n'existe pas encore pour cet outil, mais qui devrait venir dans la continuité de ce qu'a évoqué Corinne tout à l'heure sur les questions climatiques. Autre question? Est-ce que les prévisions de l'AIE sur les régions 100% renouvelables vous semblent réalisables à court terme? Alors, à court terme, non. Mais rien n'est réalisable à court terme dans ce dont on parle. C'est toute la difficulté. C'est que les scénarios, les visions 100% renouvelables que l'on peut avoir sont des visions plutôt à 2050. Alors peut-être dès 2040 si les choses s'accélèrent, mais difficilement avant de façon réaliste. Alors ça dépend de quelle région et de quelle échelle on parle, bien sûr, hein, mais ça ne peut pas aller très vite, non seulement pour la raison qu'on a déjà évoquée, qui est que il faut développer ces moyens de production et que ça prend du temps, ça demande de l'investissement, ça demande aussi évidemment des temps d'instruction, hein, parce que il ne faut pas négliger la nécessaire appropriation territoriale, les questions de maîtrise d'impact environnementaux, etc. Mais le point n'est pas seulement que ça prend du temps, le point est que l'adaptation du système électrique lui-même ne peut être que graduelle. Parce que il est extrêmement sensible du point de vue de sa sécurité électrique au maintien en permanence de l'équilibre entre l'offre et la demande. Et donc, tant qu'on n'aura pas déployé des moyens massifs de pilotage de la demande, d'interconnexion, de stockage, hein, y compris de stockage intersaisonnier qui permettent de passer plus sereinement qu'on va le faire cette année l'hiver. Tant qu'on n'a pas massifié ces moyens, même si on pouvait magiquement remplacer tous les moyens de production par des renouvelables, ça ne fonctionnerait pas. Donc on a besoin de ce temps d'adaptation, mais ce temps d'adaptation doit surtout pas être une excuse pour ne pas engager au plus vite toutes ces transformations, bien sûr, comme ça a été beaucoup trop le cas ces dernières années.
Alors, j'ajouterais peut-être un point en complément de ce que vient de dire Yves, c'est que quand même le temps de réalisation d'une installation renouvelable n'a rien à voir avec le temps d'installation d'un réacteur nucléaire. Et moi, ce qui me fait quand même très peur dans le scénario actuel du gouvernement, c'est-à-dire de faire 6 à 12 EPR qui viendraient à partir de 2040, c'est qu'est-ce qu'on fait jusqu'en 2040 ? Parce que viser sur 60 ans pour toutes nos centrales nucléaires, à mon avis, c'est extrêmement ambitieux et extrêmement risqué d'ailleurs en même temps. Donc, je ne suis pas sûre que ça, c'est un scénario qui fonctionne. Donc, si on ne massifie pas le renouvelable et qu'on n'organise pas un meilleur pilotage de la demande, nous allons avoir de grandes difficultés. Autre question, Yves, on ne te voit plus. Non, pardon, c'est parce que je rassemble en même temps des affaires. Je vais vraiment devoir vous laisser dans quelques minutes. Bon, on va terminer, on va prendre la dernière question. Il n'y a plus de questions. Eh bien, alors, c'est formidable. Yves, il me reste à te remercier infiniment. Merci à toutes et à toutes pour avoir suivi ce webinaire et nous vous donnons rendez-vous très prochainement pour un nouveau webinaire consacré à l'énergie. Merci beaucoup. Au revoir. Un grand merci.